fait, essentiellement, il y a une multitude de courants de recherche actuellement dans le domaine du leadership. Donc, il y a des courants classiques comme l'étude du leadership transformationnel, transactionnel, contingent, etc., etc. Mais il n'y a pas de théorie unificatrice. On dirait qu'on ne comprend pas encore c'est quoi le cœur du leadership. C'est un peu comme les équipes de travail. J'ai l'impression que parfois on en parle tellement qu'on ne sait plus trop de quoi on parle. Néanmoins, il y a certains penseurs dans le domaine qui semblent dessiner un nouveau type d'orientation pour la compréhension du leadership. Donc, je pense notamment à Ron Heifetz de l'Université Harvard et Peter Drucker, donc, qui est décédé maintenant, qui voyaient le leadership comme la capacité à poser des questions. Donc, on est dans un monde qui change tellement rapidement, on a une nécessité de réussir à voir collectivement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, le leader est quelqu'un qui amène les troupes à reconnaître les défis auxquels ils sont confrontés, à remettre en question la façon de les appréhender. Donc, ils vont y aller beaucoup par des questions. L'essentiel de mes recherches porte sur l'approche développementale. Donc, essentiellement, cette approche-là consiste à concevoir que les leaders sont capables d'avoir une certaine vision du monde, une certaine expérience du monde, selon leur niveau de maturité personnelle. Donc, il semblerait que notre vision du monde puisse changer qualitativement au fil de notre développement et que ça aurait des impacts énormes sur les capacités d'un leader, notamment à conduire des transformations organisationnelles d'une manière qui puisse tenir compte du système, de l'organisation et des individus proprement dit. Les études montrent notamment qu'au stade dit post-conventionnel de développement, les leaders ont vraiment une capacité particulière à soutenir les transformations, à pouvoir négocier avec différents types de parties prenantes et à pouvoir se remettre en question aussi sur une base qui continue. Donc, c'est vraiment des niveaux où on réussit à co-créer avec d'autres, finalement, l'organisation, le monde dans lequel on a envie de vivre. Ce qui est intéressant de cette approche développementale-là, c'est qu'elle incite les intervenants et les leaders eux-mêmes à poser un regard développemental sur eux, donc à voir, et sur les autres, donc à voir quelles sont les conditions que je peux me donner, que je peux donner aux gens autour de moi pour déployer leur plus haute potentialité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'essentiellement, ces conditions-là sont des conditions qu'on connaît bien en psychologie du travail. Donc, on parle de qualité de présence, d'empathie, de compassion, de caring, avoir un sens de clarté par rapport à ce qui donne du sens à nos vies. Et donc, ce sont des conditions qui, par ailleurs, tranchent assez radicalement avec le mode de gestion actuel dans de nombreuses organisations qui se rigidifient, c'est-à-dire le bon vieux command and control. Donc, on est vraiment dans une phase de transition à ce niveau. Finalement, peut-être le dernier élément que je peux mentionner, c'est que personnellement, compte tenu que j'observe que les gens qui ont atteint des stades post-conventionnels de différence sont rares et que ça prend du temps pour atteindre ces stades de développement-là, je me suis intéressé à voir quelles sont les pratiques et les processus qui permettent d'actualiser des capacités associées à ces stades-là sans nécessairement les avoir atteints sur une base continue. Donc, le développement notamment de son authenticité, faire un travail au niveau de vivre au-delà de son pilote automatique, au-delà de ses conditionnements. Donc, c'est quelque chose qui va être très aidant pour actualiser différentes facettes, différentes formes d'intelligence en soi, que ce soit l'intelligence cérébrale, ou l'intelligence du cœur, l'intelligence de nos tripes, de nos volontés profondes. Bien, essentiellement, le défi que je vois à l'heure actuelle, c'est de développer des espaces dans les organisations où, justement, il y a des conditions qui permettent aux gens de se développer, d'actualiser leur plus haute potentialité. Donc, soit par l'authenticité qu'on leur permet, par leur possibilité de participer pleinement aux processus qui sont mis en branle. Donc, ça, c'est un élément majeur. Et donc, je parle de créer des espaces dans la mesure où les organisations actuelles tendent à se rigidifier. Donc, il est assez illusoire de croire que les organisations vont cesser le command and control. Et c'est de voir où est-ce qu'on peut créer des marges de négociation et d'émergence pour pouvoir renouer avec la créativité et l'innovation.
Maintenant, le corollaire pour ça, c'est que les gens qui conçoivent et qui facilitent des processus de changement organisationnel, comme les psychologues du travail, ont intérêt à faire ce travail-là sur eux-mêmes d'abord. Donc, il y a un dicton de grand-mère que j'aime beaucoup qui dit « on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas ». Donc, il est impératif pour donc les gens qui interviennent dans la facilitation et la création de changements collectifs de faire ce travail-là, de se rapprocher de ce qu'ils sont profondément, de ce qui les anime, de ce qui donne un sens pour eux, ce qui leur permet d'être pleinement présents à la situation au-delà de leur pilote automatique et aussi donc de créer des conditions de co-créer avec d'autres.